Putain, ça déconne pas ici, hein. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Ouais, c'est pas évident, ça. Mais une patte, ça me faisait flipper, c'était pas mon truc. T'as pas aimé? Ouais, grosse bébête, c'était pas mon truc. Donc ça, c'était cool. Je faisais des massages à Jeanne Balibar en disant que j'ai fait un stage à LA. Complètement con. Je pense que ne pas avoir de voix quand t'es acteur, c'est chiant. Et la scène où il faut se baigner, évidemment, il caille, il fait 15 degrés. Et donc, j'ai caillé, évidemment, il était 4 heures du matin. Putain, t'es renseigné, la vache. Mais putain, un tournage, quand t'es acteur, tu t'emmerdes. Quentin Dolmer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le 4e épisode de Second Rôle, le podcast qui met au premier plan les grands acteurs du cinéma français au travers des seconds rôles marquants de leur carrière. Et merci également au MacGuffin qui nous fait le plaisir de nous accueillir à nouveau pour ce nouvel épisode. Si tu le veux bien, je vais commencer par un petit portrait de toi avant de passer aux questions. N'hésite pas à m'arrêter si je fais des petits... Bien reçu, ouais. C'est parti. Alors Quentin, tu es le fils d'une comptable et d'un ingénieur et tu grandis à la campagne près de Dreux avec ton grand frère et tes 2 petites sœurs. À 4 ans, tu disais vouloir être clown, puis à 10 ans, tu commences les cours de théâtre. Mais tu pensais n'en faire qu'en amateur, à côté d'un vrai métier, genre podologue ou ingénieur en nanotechnologie. Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon. Un bac S en poche, tu t'inscris dans une fac de physique, mais 1 mois et demi après le début des cours, un lundi matin encore en gueule de bois, tu te demandes pourquoi tu t'infliges ça et tu décides d'arrêter. Soutenu par tes parents, tu vas ensuite t'inscrire au cours Simon en 2013, et 1 an plus tard, le professeur te parle d'un casting pour le prochain film d'Arnaud Desplechin. Tu n'es pas cinéphile à l'époque, plutôt fan de Kaamelott ou de Jim Carrey. Je ne sais pas d'ailleurs si tu l'as croisé au César cette année. Je l'ai vu de loin, ouais. Ok. Donc là, tu vas voir les films d'Arnaud Desplechin pour savoir un peu qui il est, passer le casting et obtenir le premier rôle de 3 souvenirs de ma jeunesse. Sélection au Festival de Cannes, nomination pour le César du meilleur espoir. À seulement 22 ans, ta carrière semblait déjà toute tracée, mais le monde du cinéma est un peu cruel. Dans les mois qui suivent, tu vas à la fois louper quelques castings et aussi obtenir des premiers rôles, mais dans des films qui ne vont pas aboutir faute de moyens, t'obligeant à reprendre un job alimentaire dans une boutique Massimo Dutti. Et heureusement pour toi et pour nous, ça ne va pas durer longtemps et on va te revoir sur grand écran dans plusieurs films dont on va parler dans quelques minutes. Et au-delà du cinéma, tu t'illustres dans de nombreux autres domaines, à la télévision, dans Capitaine Marlowe, avec près de 7 millions de téléspectateurs dans un épisode avec Isabelle Adjani, dans la série OVNI d'Anthony Cordier, où tu interprètes un enquêteur du GEPAN qui croit fermement à l'existence des extraterrestres, au théâtre, où tu vas jouer dans Lorsque l'enfant paraît, mais aussi mettre en scène projection privée, et dans plusieurs courts-métrages, de nombreux courts-métrages, le dernier en date, Les Belles Cicatrices, qui est disponible sur arte.tv, donc foncez le voir, il est génial, où tu prêtes ta voix à Gaspard, encore amoureux après une rupture qui a laissé des traces. C'est très riche, et j'ai lu que tu étais aussi en pleine écriture depuis plusieurs années d'un court-métrage, d'un long-métrage, d'un seul en scène, donc on a hâte de voir tous tes futurs projets. Putain, ça déconne pas ici, hein. C'est pas mal, on est bon. Impeccable, ouais, je suis bien assis, tout va bien. Avant de passer aux 7 films, je vais te poser 7 questions, 7e art oblige, pour qu'on apprenne à mieux te connaître sur le plan du cinéma. Est-ce que tu es prêt ? Bah ouais. Totalement prêt, c'est parti. Allez, c'est parti. Quel est ton dernier film coup de cœur ? Laurent dans le vent, des 3 réalisateurs qui avaient déjà fait Mourir à Ibiza. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était voilà, sur l'errance, sur les rencontres aussi, mais c'est surtout c'est les premiers plans que j'ai trouvé formidables, quoi, voilà. Quand il est au-dessus, je sais pas si tu l'as vu toi ou pas. On en a parlé avec Suzanne Debec dans l'épisode juste avant qui a joué dedans, qui mais bien sûr, la sœur de Laurent. Évidemment, bien sûr, oui. Et effectivement un film un peu rare mais super, oui. Effectivement avec des très beaux paysages et de très beaux personnages. Ouais, enfin bon voilà, et ben l'acteur aussi est très très bien. Ouais. Un acteur ou une actrice avec qui tu aimerais jouer ? Bon, là, il y a un peu tout le monde. Il y a, je sais pas, je pourrais te dire, il y a India Air, moi, que j'aime bien, très terrienne, qui est intense et qui est toujours, qui a un rapport clair au jeu, j'aime bien ça. Il y a Alban Ivanov, moi, que j'aime beaucoup, qui, on aimerait bien le voir un peu plus dans du cinéma d'auteur, et qui, voilà, un acteur comique assez génial. Bref.
Alors là, je sais plus. Attends. Sarah Adler, c'est une actrice que j'avais rencontrée. J'ai pas vu de film avec elle, mais qu'on voit moins aussi. Mais pareil, très bien, très intense, très clair aussi. Dans son genre, je saurais pas te dire. Là, il y a plein de monde qu'on a envie de rencontrer. Comme voilà. Ok, très bien. Déjà, on a pas mal d'exemples. Puis des acteurs avec qui j'ai envie de rejouer aussi. Bien sûr. Aussi, un exemple. Michel Faux, j'aimerais bien jouer avec lui, ailleurs que sur scène. Il y a Melville Poupeau, il y a Daphné Patakia, que j'aimerais beaucoup. Ouais. Des actrices aussi Lilith Grasmuc, j'avais joué avec elle dans un court-métrage. Ouais, tout le monde, t'as envie de refaire autrement ailleurs. Ouais. Okay. Un réalisateur ou une réalisatrice, cette fois, avec qui tu aimerais travailler ou retravailler ? Retravailler, j'aimerais bien... Alors, tous, j'ai une interview pauvre, je vais te faire un mot à chaque fois. Non, mais j'aimerais bien... Jeanne Asselin et Paul Satillan qui ont fait Fifi, tu vois, ça c'est quand même d'un cinéma qui est très humain, précis sur les acteurs. Ça c'est cadeau, ça c'est quand tu veux. Il y a d'exigences, en même temps on comprend ce qu'il faut jouer, il y a du texte, ça c'est merveilleux. Il y a des réalisateurs avec qui j'ai travaillé en court-métrage plutôt de ma génération, avec qui j'aimerais pouvoir retravailler sur des longs ou même sur des courts. Mais non, mais tu vois, par exemple, Mian Said Love, j'aimerais beaucoup, tu vois, je sais pas, on la voit plus, ou alors j'ai loupé sa dernière sortie. Sophie Le Tourneur. Sophie Le Tourneur, j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Alain Guiraudy. Et puis ce que font aussi, tu vois, le cinéma queer aussi, ça m'intéresse. Tu vois, Yann Gonzalez, Bertrand Mandico, ça c'est plus des goûts de cinéphile. Tu vois, Bertrand Mandico, c'est tellement un truc qui repose moins sur les acteurs que c'est pas forcément des désirs de jeu, mais c'est vraiment des envies de rencontrer, d'être dans un univers d'artistes, de cinéastes. Ta réplique de film préférée ? Alors, ça, c'est le truc un peu... Mais il y a un truc, c'est pas... Il y a le premier film de Quentin Dupieux. Ouais. Il y a une réplique qui me fait péter de rire, et surtout que j'ai trouvé brillante en plus. T'as le gang des Shivers qui font des trucs pas possibles. À un moment, ils décident de partir, de prendre la bagnole, et t'en as un, juste avant de refermer la porte de sa voiture, il dit le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Et il claque la porte. Regarde-moi cette lopette là. Regarde-le détaler comme un chien. Ouais, relève-toi, toi, tu veux nous foutre la honte ou quoi là ? Pardon. Ah, j'ai ta deux doigts de l'égorger. Ouais, puis nettoie-toi, frotte-toi là, regarde ton jean, c'est dégueulasse. Putain, vous pouvez pas faire attention à votre tenue, merde. On se casse, départ. On l'est. Ah ouais. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Et j'ai trouvé la réplique quand même. Du grand Dupieux. Ouais, peut-être ce qu'il fait du mieux qu'il puisse nous proposer presque, quoi. La musique de film qui te procure le plus d'émotions ? Alors, je suis pas un méga giga fan des musiques de films, c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc, je vais pas être très original, mais les Miyazaki, Château ambulant. Ça marche toujours. Oui. Un rôle que tu rêves d'incarner au cinéma ? Un rôle que je rêve d'incarner. Les amoureux, c'est chouette à jouer. Ça, j'ai déjà fait, mais c'est toujours chouette. Voilà, le clown, mais après c'est tellement dur, mais tu vois, par exemple, biopic, ça j'aimerais bien, c'est con, mais je trouve que c'est un travail d'acteur assez concret quand t'as en fait un personnage qui a déjà existé, où tu peux avoir de la matière sur internet, à regarder, voir les intonations, te le réapproprier, sans pas partir dans une imitation un peu con-con, tu vois. Et t'as un personnage en tête ou... Non, même pas, tu vois. Je crois vraiment que c'est ce travail-ci qui m'intéresse, quoi. Okay. Tu vois, on m'avait dit, tiens, Michel Berger, il suffit d'avoir les cheveux un peu bouclés, puis... Mais j'aurais rêvé de faire, sans en être forcément capable, mais Michael dans The Office, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est une proposition de lui tout seul, tu vois. Voilà. Ok. Et pour finir, si tu devais résumer ta carrière, qui est encore toute jeune, mais en un seul mot... Décalé. Décalé, c'est ça. Très bien choisi. Comme ça. Non, très bien choisi. Et bien maintenant, écoute, on peut passer au premier film dont on va parler aujourd'hui, c'est Sage-Femme. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as l'air si sérieuse. Je suis sage-femme. Ça doit être merveilleux de voir naître tous ces bébés. Francis, tu me fais une omelette avec des frites et un verre de vin rouge.
T'as comme ton père, toi, hein. Pas une goutte d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. Peu de temps après votre départ. Donc le premier film qu'on va aborder, c'est Sage-Femme, un film de Martin Provost sorti en 2017 et qui suit Claire, sage-femme ayant voué sa vie aux autres et qui voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de l'ancienne maîtresse de son père décédé, une femme fantasque et égoïste, son exact opposé. La question se pose dans le film, alors je vais te poser la même question. Qu'est-ce que tu ferais toi si quelqu'un du passé revenait te voir? Bah, tout dépend du degré de proximité. Qu'est-ce que je ferais? Peut-être un café, bonjour. On prend contact. Voilà. Bah, après, c'est pas évident ça. Je sais pas, tu ferais quoi toi? C'est une bonne question, ça dépend s'il me veut du bien ou du mal, Ouais. si j'ai des bons souvenirs ou pas. Mais, Oui, voilà, faut c'est ça. analyser c'est quoi les intentions. Exactement. Puis comment est-ce qu'il te contacte? Tu vois, si c'est une lettre, tu vois, tout de suite, bon, alors en fait, il y a déjà rencontre. Si c'est MP Instagram, c'est moins évident, c'est dans un flot de trucs, tu vois, tu sais plus. C'est Catherine Fro qui va camper le personnage principal et elle a Yes. réellement participé à des accouchements en Belgique car la loi française Ah oui. interdit de tourner avec des bébés de moins de 3 mois. Tout ça pour gagner en authenticité et ça marche super bien à l'écran. Tu joues son fils dans le film. Quel souvenir tu gardes des scènes que tu as partagées avec elle? Je garde le souvenir de quelqu'un qui est une espèce de... ça fait partie des actrices, je trouve, qui démarre son jeu par une humanité. Ce qui n'est pas le cas forcément de tout... Je ne sais pas si c'est pas bien ou pas, mais du coup, ça ancre tout de suite, c'est tout de suite concret, elle est tout de suite avec toi, à la rigueur du texte, de la scène, machin. Mais j'ai le souvenir, de quelqu'un de très... qui part d'une humanité. J'ai vraiment eu la sensation que c'était quelqu'un qui venait de la comédie aussi. Après, je vais pas te cacher que ça fait, Ouais, ça date ça un fait peu, 10 ans. Et puis, les seconds rôles aussi, j'ai dû avoir... Je veux pas te dire de bêtises, mais j'ai dû avoir 6-7 jours de tournage. Non, mais c'est ça, j'ai le souvenir, oui, c'est ça, qu'il y avait un truc chaleureux entre elle et moi, tu vois. Puis c'était touchant, tu vois, parce que je faisais le fils. Ouais. Et donc ça, tout de suite, elle a su... Relation, Ouais, de maman, qu'elle a su tout de suite, je me souviens, tu vois, le chaleureux que j'ai me communiqué, je crois. Ouais, je me souviens de ça, ouais. La chaleur de Catherine Fro. Et puis au casting, on retrouve également Catherine Deneuve. Et la grande classe, c'est que c'est elle qui, après t'avoir vu dans le film de Desplechin, qui a conseillé au réalisateur de te rencontrer. Et beaucoup d'hommes l'ont rêvé, mais peu l'ont fait. Tu vas partager un baiser avec elle dans le film. Est-ce que tu redoutais d'embrasser cette icône de cinéma? Oui. 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 Mais je l'ai su qu'après, d'ailleurs, qu'elle m'avait recommandé, Ouais. tu vois. La classe. J'ai pas eu venir. Mais non, j'étais stressé parce que je sais pas, c'est toujours con le cinéma parce que comme c'est le théâtre, tu reprends tout le temps. Le cinéma, c'est genre action coupée, fini, t'en fais toute une montagne alors qu'en fait en 2 secondes 30 c'est fini. Et je me souviens que oui, j'étais stressé. On fait 2-3 prises et que du coup au bout d'un moment c'est elle qui essaye de me mettre plus à l'aise, quoi. Mais j'étais stressé, quoi. Comment vas-tu élaborer le truc? En plus, j'avais pas énormément d'expérience. C'était un peu abstrait, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, c'est un souvenir qui reste gravé, en tout cas, j'imagine. Ouais. Tu incarnes Simon dans le film, qui est un jeune homme amoureux et bientôt papa, en 2e année de médecine, qui souhaite se réorienter pour devenir sage-femme, comme ta mère Catherine Fro dans le film. Et je le disais dans le portrait, toi aussi, tu t'es réorienté. Avant d'être au cours Simon, tu étais dans une fac de physique. Pourquoi avoir fait ce choix, là, au bout d'1 mois et demi, de faire le changement? Moi, j'ai toujours voulu être acteur, hein. Mais j'étais assez curieux aussi, donc genre les études, ça m'intéressait, tu vois. J'avais envie de faire des métiers. Il y avait podologue, il y avait quoi? Il y avait architecte paysagiste. J'étais nul en sciences, mais comme j'étais curieux, j'y allais quand même en comprenant rien, tu vois. Mais plein de trucs... j'adorais, et j'aime toujours la philo et la lecture, tu vois. Je sais plus ce que j'ai voulu faire. Après, moi je me suis mis j'ai commencé à prendre très au sérieux le jeu et le métier d'acteur dès l'âge de 13 ans, je crois, où je faisais des cours régulièrement. J'allais à Paris pour suivre les cours. Et je me suis vraiment posé des questions sur ce que c'était qu'être acteur et qu'est-ce que c'était que le jeu. Et voilà, j'étais vraiment passionné, quoi. Et non, mais voilà, quand tout le monde me disait, mais fac de physique, t'es sûr de toi, Quentin? Ouais. Puis oui, voilà, t'as dit l'anecdote, il y a un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai rien à faire ici.
Et puis voilà, comme je faisais des cours de théâtre depuis quelques années, que je voyais que au-delà d'aimer ça, les gens me disaient mais c'est bien, tu vois, des fois que ça pouvait faire consensus, tu vois, dans le public avec d'autres. Et donc je me suis dit bon vas-y roule. Et bah, ça a marché, en plus j'ai eu de la chance, tu vois. Donc, mais enfin voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Voilà, la réponse c'était ça. Et on est près de 10 ans, tu le disais, après la sortie du film, et pourtant il aurait pu sortir aujourd'hui, puisqu'on voyait déjà le sujet de la fermeture des maternités qui change au profit d'établissements où il y a plus de rendement et peut-être moins d'humains. Est-ce que tu as le sentiment que le film il résonne encore plus fort aujourd'hui ? Bah ouais. Et d'ailleurs, moi je sais pas ce que t'en penses, mais enfin, il y a de plus en plus de films sur les sages-femmes et sur le milieu hospitalier, sur les naissances. Et bon, je pense que c'est aussi tout un intérêt général pour le vivant, sur l'écologie, sur le rapport à ce qui se passe, peut-être. Mais bien sûr, je me suis dit, tiens, il a eu un coup d'avance, Martin. Exactement. Il a eu un flair. Ouais. Ouais. Et donc, dans le deuxième film dont on va parler, Synonyme, tu joues également un jeune amoureux, mais aussi un grand ami. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis. Donc le film Synonyme est inspiré de la vie du réalisateur Nadav Lapid qui a grandi en Israël et qui a fui son pays, choisissant la France comme terre d'accueil avec l'espoir de se sauver de la folie de son pays. Dans le film, on voit le personnage principal apprendre le français grâce à un petit dictionnaire, vivre dans la pauvreté et puis manger le même plat tous les jours, le plus simple et le moins cher. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivé sur ce projet complètement fou ? Projet complètement fou. Classiquement, casting. J'ai dû faire un tour de casting, c'était avec Stéphane Battu. Et non, là, il y avait une ou deux scènes à faire. Je crois que c'était la scène où... je saurais pas te dire, tiens. Si, c'était la scène de musique, quand le personnage, Émile, Au casque. écoute de la musique au casque et tout ça. Il y a une petite interaction entre les deux avant, et c'était ça. Fallait serrer la main à la fin de la scène pour le casting, je me souviens. Mais c'était un scénario qui était très ample, qui devait durer plus longtemps que ça. Il y a beaucoup de scènes qui ont été coupées au casting. Le réalisateur a perdu sa mère au montage, qui était d'ailleurs monteuse. Oui. Le film a pris du temps à sortir. Et c'est un film que j'ai failli pas pouvoir faire pour les questions d'emploi du temps, parce que je faisais Proust au Théâtre National de Toulouse, à ce moment-là. Et j'ai eu très peu de jours de tournage, en fait, parce que ça a failli pas se faire. C'est vraiment acheminé sur sur des trous d'emploi du temps, quoi. Et donc ton personnage à toi, Émile, qui est toujours habillé d'un beau col roulé, est inspiré d'un ami français à Nadav Lapid, le meilleur ami qu'il n'a jamais eu, dit-il, une amitié qui est très forte malgré le décalage social et culturel. Et je t'ai entendu dire dans une interview que tu n'avais pas vraiment parlé plus que ça avec Nadav Lapid de cet ami. Pourtant, c'est une grande responsabilité d'incarner quelqu'un qui a existé. Et j'imagine que que lui avait des attentes précises et que du coup, tu avais envie d'être à la hauteur de ce rôle-là. Bah oui, j'en avais envie. Après, Nadav Lapid, c'est particulier, parce que en termes d'exigence, moi je me souviens, il y avait c'était pas un metteur en scène, c'était un journaliste qui m'a dit, il me dit, ah oui, Nadav Lapid, quand il fait un film, il joue sa vie, tu vois. Ouais. En termes d'exigence, tu vois, t'as pas l'air con, tu vois. Donc, pour jouer le meilleur ami, pour fuir un pays, enfin... Donc oui, il y avait des attentes folles, mais de toute façon, le cinéma de Nadav, il est de l'ordre de l'impossibilité. Donc lui, il est parti dans un truc, il aurait presque inventé le cinéma absurde. Mais bon, c'est pas possible, quoi, le cinéma absurde, à moins d'avoir une vie un peu comme la sienne, tu vois, genre le pitch de Synonyme qui est un Israélien veut fuir Israël pour devenir français. Ouais. Mais ça, il faut que ça fasse partie de ta vie en tant que réalisateur pour pouvoir réaliser un truc pareil. Mais voilà, donc il y a un truc chez Nadav d'impossibilité, donc faut savoir se situer par rapport à ça, quoi. Voilà. Et c'est pas montré dans le film, mais c'est à Paris que Nadav Lapid va découvrir le cinéma, notamment grâce à son ami que tu incarnes, et qui va l'initier en lui apprenant que le cinéma peut être un objet de réflexion et de débat. Est-ce que tu te souviens, toi, qui t'a initié au cinéma et quels sont tes premiers souvenirs en lien avec le 7e art ? D'ailleurs, il y a une scène qui a été coupée au film de Émile qui montre une scène à Yoav de Visconti. Je ne sais plus quel film de Visconti, mais il lui montre... non, je te dis une connerie, d'Antonioni. Okay. De l'Éclipse, je crois.
Il parle du film. Donc ça fait le lien, ok. Ouais. Et sinon, je saurais pas te dire. Je crois que j'ai beaucoup regardé. Le cinéma, ça devait être en famille. Moi, t'as une famille de 4. Donc les films tout public, j'étais plutôt à la campagne, moi. Donc le film d'animation Pixar pour tout le monde, tu vois. Merde, c'est lequel il y en a un que j'adorais. Moi, j'adorais Toy Story. Mais une patte, ça me faisait flipper. C'était pas mon truc. T'as pas aimé? Ouais, les grosses bébêtes, c'était pas mon truc. Mais j'aimais bien. Tu sais, Les Indestructibles, ça j'adorais, ça je l'ai regardé en boucle. Enfin bon. Non, moi, j'étais pas cinéphile, en fait. Ouais, c'est arrivé tardivement. C'est arrivé avec le cinéma qui m'est tombé dessus, quoi, en fait. Avec 3 souvenirs de ma jeunesse, je me suis retrouvé dans un cinéma très cinéphile. Et les écoles de théâtre, par ailleurs, ne transmettent pas la cinéphilie, en fait. Elles ne transmettent pas de culture de cinéma. Donc il n'y a pas moins cinéphile qu'un acteur qui sort d'une école de théâtre professionnelle, ce qui est assez dommageable. Donc je l'ai fait vraiment de manière, par l'expérience, quoi, avec des gens qui connaissaient, quoi. Et c'est intéressant, ça, le fait d'avoir des acteurs qui ne sont pas forcément cinéphiles. C'est quelque chose que... tu penses qu'il y a un impact négatif sur le fait de jouer un rôle? Est-ce qu'il y a besoin d'être vraiment cinéphile pour jouer un rôle? Je pense qu'on est un pays, qu'on a une culture de cinéma d'auteur et de cinéma de cinéphile. Ouais. Culturellement, hein, parce que c'est toujours le cas, tout ça. Donc je pense qu'on ne s'est pas approché le cinéma autrement que par là, quoi. Mais voilà, c'est l'empreinte de la nouvelle vague, qui a été très prononcée, quoi. Après, donc je dirais que ça gêne, a priori, alors que j'ai pas joué ailleurs qu'en France, mais en France. Je pense que ça peut rendre les choses... Après, c'était le cas quand moi j'ai commencé à jouer, ça s'est peut-être amenuit. Et dans le film suivant, Le processus de paix, tu vas être l'employé de Laurent Pointrenot qu'on a reçu dans ce podcast et qui interprète un patron que personne ne peut blairer avec son franglais. Charte universelle des droits du couple. Alors, pour commencer, les insultes sont interdites. On ne mord pas son conjoint. On ne ment pas. On se dit merci. Jamais s'endormir fâché. Et moi, j'ai la règle numéro 8. Baiser beaucoup plus, rajoute le beaucoup. À la paix. Waouh. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Eh ben oui, enfin vous avez reniqué. Donc, Le processus de paix, un film de Ilan Clipper sorti en 2023 et qui pose la question suivante: que faire quand on s'aime mais qu'on ne se supporte plus? Moi j'ai découvert ce film en préparant l'interview, il est complètement barré, moi j'ai adoré. Est-ce que le tournage était aussi fou que le montage final? Ouais, alors pareil, petit rôle, mais petit rôle rigolo. Donc ça c'était cool, je faisais des massages à Jeanne Balibar en disant que j'ai fait un stage à LA, complètement con. Après, ouais, donc voilà, moi je suis un peu passé vite sur le tournage qui s'est fait pendant le confinement, je crois, tu vois, genre l'un des rares tournages qui était autorisé à ce moment-là, donc il y a une ambiance hyper étrange, d'un réalisateur dont son premier film, que je n'ai pas vu, s'était fait un rôle principal avec Laurent Pointrenot. Exactement, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Exactement, qui paraît-il était super machin, mais en toute petite économie. Et je crois que Ilan Clipper, c'est un mec, et je crois que Laurent Pointrenot avait dit ça d'ailleurs, assez tout-terrain. Et je me souviens de Ilan Clipper qui me dirigeait, il disait une espèce de machin, tu vois. Et je voyais qu'il captait tout, bon, réalisateur doué, machin, qui voit, qui comprend, qui truc, et avec les idées qui lui viennent, débrouillard, tu vois. Débrouillard. Et je me souviens de lui sur le plateau, effectivement, s'adapter à des trucs, mais dans sa nature, quoi. Pas empêtré par les problèmes. Tu sens que ça pétille, ça va, avec une discrétion sympathique. Ça me fait marrer. C'est les réalisateurs sympathiques. C'est comme si, ouais, je fais un film. Mais ça fait des années qu'ils écrivent leur scénario, tu vois, c'est une prise de tête, c'est de la thune. Je fais un film. Tu fais genre, mais c'est comment ça marche chez toi? Et donc j'ai le souvenir de lui et d'un film. Des tournages sont toujours un peu à l'image du réalisateur. Et le film donc suit Marie, incarnée par Camille Chamou, animatrice de Point G, une émission radio où tu travailles aussi, et Simon, joué par Damien Bonnard, qui est prof d'histoire à la fac et qui se détend en buvant des petites infusions. Et malgré des disputes constantes, ils s'aiment énormément. Et étant donné qu'ils sont profondément amoureux, pour ne pas se séparer, ils vont écrire une charte avec des règles à suivre. Que ce soit à la fac ou à la radio, mais aussi dans leur cocon familial, c'est toujours le bazar, ça crie de partout. Et toi, tu es un peu le calme au milieu de la tempête, avec ton personnage de Nathan, jeune standardiste, assez cool, tu disais qu'il fait des petits massages à ses collègues. Le réalisateur lui a dit qu'il avait discuté avec chacun de ses comédiens pour qu'ils puissent
croire et défendre leur personnage. Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi, pour t'aider à te mettre dans la peau de Nathan ? Je me souviens qu'il m'avait beaucoup parlé, tu sais, c'était un peu l'époque des startups, tu sais. Ouais, Startup Nation, etc. Voilà. Il m'a dit, ouais, tu vois, c'est le genre de mec, il a fait un stage chez Apple au début de l'entreprise, tu vois. Il me parlait que de ça, tu vois. Il parlait vraiment de LA, de ça. Ok. C'était beaucoup de ça. Ouais. Et au casting, on retrouve également Jeanne Balibar, tu l'as dit. Et après avoir embrassé Catherine Deneuve, on va apprendre que tu as succombé à ses charmes, donc bravo. Vous avez un point commun tous les deux, c'est votre voix singulière. À quel moment tu as su dans ta vie que ta voix pouvait être un atout en tant qu'acteur ? Premier film, 3 souvenirs de ma jeunesse. Directement. Avant alors je te dis des bêtises. Cours de théâtre, quand je parvenais à placer ma voix, on me disait mais tu peux faire des trucs différents, tu peux la placer différemment, tu peux faire passer des choses différentes. Et donc j'avais travaillé beaucoup la voix. Après, c'est beaucoup par 3 souvenirs, où en plus on en revient à la cinéphilie, où on avait pu me comparer à Charles Denner, notamment pour la voix, le timbre. Donc là, tu étais ramené à un imaginaire connu, reconnu surtout. Et là, ça devient un atout. Après, avoir une voix singulière, je pense que ne pas avoir de voix quand t'es acteur, c'est chiant. Par contre, avoir une voix trop singulière comme la mienne, je pense que ça peut diviser, quoi. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un peu rocailleux, machin. C'est vrai que si t'aimes pas, tu vois, c'est con, tu vois. Peut-être des réalisateurs, ils disent, bon, il est chouette, mais putain, il a une voix, me fait chier. On l'exclut. Bah ouais. Donc je pense que ça divise, mais c'est plutôt un atout, je pense. Et le scénario est co-signé par Ilan Clipper et Camille Chamou. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Quel est le premier sentiment qui t'a traversé après avoir lu le scénario ? Bah que c'était une très bonne idée le truc de la charte pour le couple. Ouais. Parce que c'était très bien vu. Et que c'était une très bonne idée de comédie, quoi. C'était une très bonne idée de comédie, de refaire se rencontrer un couple sur des trucs, sur comment donner aussi, tu sais, sur le film intime, qui parfois juste se concentre sur de l'intime et de la psychologie, et que toutes les choses d'ordre politique ou moral soient un peu en l'air, tu vois. Là, tout d'un coup, toutes les choses d'ordre de valeur, c'était hyper ancré par des principes. Tu te dis, putain, c'est génial, tu vois, à 40 ans, tu vois, comment relancer. Je trouvais qu'il y avait un truc sur la rencontre, je trouvais, avec ce film, avec un ton léger. Je trouvais que c'est un pitch finalement assez rare, en fait. Prometteur qui pouvait se décliner en plusieurs types de films, quoi. Voilà. Et le résultat fonctionne très bien. Ouais. Et donc dans le film, on retrouve Laurent Pointrenaud, je le disais, qui est le patron de la radio où tu travailles avec Camille Chamou. Et on a une scène de réunion où ils sont en train de réfléchir au programme et la question des audiences se pose. Je sais qu'à la radio comme au cinéma, les producteurs, distributeurs regardent vachement les chiffres des sorties en salle par exemple. Et je me posais la question en tant qu'acteur, est-ce que tu suis toi aussi les résultats des films où tu as joué ? Ça se dépend. Toujours quand même un peu, surtout que l'industrie fait quand même la gueule, donc t'as envie de savoir. Mais ça dépend. C'est con, hein, mais ça dépend un peu du réalisateur. Si tu te dis, du film. Des fois, t'as des films où tu t'attends à ce que ça marche, donc non. Il y a des réalisateurs, tu sais, qui sont hyper attachés à ça, donc tu regardes. Il y a effectivement des films qui peuvent plus ou moins te mettre en lumière, donc du coup, tu te dis, est-ce que ça va marcher ça ? Ou à l'inverse, tu sais que ça va pas être tellement distribué, donc tu peux te dire, tiens, mais ça dépend. Ça dépend du film, ouais. Et le prochain film dont on va parler est sorti le même jour en salle que Le Processus de paix, et je parle de Fifi. Ah salut, on part en vacances, on s'en va là. Bah tiens, c'est un verre à ta copine. Toi ? Fifi, un film de Jeanne Aslan et Paul Saint-Illan qui suit la vie de Sophie, jeune fille de 15 ans, amatrice de bière, évoluant dans un environnement familial complexe avec une mère alcoolique et des frères et sœurs assez turbulents. Elle va croiser une ancienne amie d'école qui, contrairement à Fifi, part un mois en vacances. Elle lui pique ses clés, pensant pouvoir profiter de la maison vide pendant son absence, mais manque de chance, Stéphane, ton personnage, va débarquer alors qu'elle est confortablement allongée dans son bain. Si jamais ce soir, quand tu rentres chez toi, quelqu'un est dans ta baignoire, est-ce que tu vas réagir de manière aussi calme que ton personnage ? Je pense pas. Plus énervé ? Juste peur ? Ouais, ça va être par là, hein, ça va être de la peur, de l'énervement.
De l'ahurissement, ah ouais, je dirais comment, toi? Je sais pas, moi il y a personne. Toi il y a Perrier qui attend qu'il veille au grain, donc C'est ça devrait aller. Bah, y a mon chien qui l'aura déglingué, quoi. Le Voilà. petit, bon, il est petit, mais il est aventureux. Il est coriace, ok. Ce rôle de Stéphane te vaudra le prix d'interprétation masculine au festival Premier Plan d'Angers. Et au casting, il y a également donc, Céleste Brunkel. Il y a une très jolie scène que vous partagez ensemble, c'est où tu lui apprends à jouer du piano. Mais dans la vraie vie, toi, tu es plutôt fan de guitare électrique. Tu as même été membre d'un groupe de black metal puis de hardcore. Est-ce que tu peux nous parler de cette passion-là pour la musique? Bah, ouais. Bah, la musique, bon, alors j'ai plus de groupe de hardcore parce que j'avais terminé. Mais non, la musique, bah, je suis devenu. Ouais, donc, moi, j'ai plutôt donc, du métal à la base. Tout petit, je faisais du violon. Ouais, la musique, ça a été très important pour moi au lycée. C'est vraiment ce qui m'a. Sur lequel j'ai développé ma curiosité, mes goûts, l'esthétique. C'est mon frère qui écoutait du métal. Je me dis, mais qu'est-ce que t'écoutes? Qui hurle? Qu'est-ce qui t'arrive? Et du coup, je me suis vachement, tu vois, sur le goût, le dégoût, et je me suis dit, machin, un truc, ça c'est cool, mais alors, la mélodie est cool, mais pourquoi il hurle? Donc j'étais curieux de l'artiste, comme des premières questions esthétiques, quoi, sur la culture aussi, d'où est-ce que viennent les styles musicaux. En plus, moi, c'est le début des années 90 où je suis né, donc tu sais, il y a vraiment eu Internet qui arrivait à ce moment-là où les groupes découvraient les autres styles musicaux, qu'il y avait des mélanges de trucs. Mais non, moi, ça a vraiment fait mon oreille. Je crois que ça a dû beaucoup structurer mon rapport à la comédie. Et ouais, je me suis un peu plus dépatouillé vers la country, par Melville Poupeau d'ailleurs. Moi j'aimais beaucoup Dire Straits, j'adorais. Et Melville Poupeau, qui est un grand fan de Bob Dylan, je suis revenu, mais il m'a dit bah, faut que tu écoutes Gigi Cale. Il dit, le mec de Dire Straits, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je sais plus. Il a dit il a tout piqué à Gigi Cale, il faut que tu écoutes ça, machin. Je suis devenu méga archi fan de Gigi Cale, du coup, qui est un guitariste, un artiste gigantesque. Et voilà, non, ouais, country, blues, rock, un peu. Vous avez écouté de la country sur le tournage d'OVNI, alors? Un petit peu, ouais. Blues, surtout, oui, mais ouais, sur tout le blues, ouais. Okay. Et il y a une autre scène dont j'aimerais avoir les coulisses, c'est une scène de nuit où après une soirée un peu arrosée, ton personnage décide d'aller se baigner pour se rafraîchir les idées. Est-ce que l'eau était vraiment froide ou est-ce que tu joues bien la chair de poule? J'étais hyper froid, ouais. Et la scène où il faut se baigner, évidemment, il caille, il fait 15 degrés, et donc j'ai caillé, évidemment, il était 4h du matin, évidemment, c'était une période où je faisais des insomnies, et j'étais, je me souviens encore. Il n'y a pas eu trop de prises Si, évidemment, si, mais ils ont raison, bien sûr, mais ils ont eu raison. Et c'est pas le sujet principal du film, mais il permet de mettre en lumière ces familles qui n'ont pas suffisamment d'argent pour partir en vacances l'été, et ces jeunes qui n'ont jamais vu la mer. Toi, pour t'occuper avec Céleste Brunkel pour gagner, et aussi pour gagner un peu d'argent, vous faites tous les deux de la mise en pli de courrier. Dans la vraie vie, toi, tu as travaillé, je crois, chez McDo et Uniqlo pour te financer le... Putain, t'es renseigné, la vache, je sais. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager avec sur ces petits jobs étudiants? Mis à part que j'étais mauvais comme un cochon à chaque fois, tu sais, genre le plus maladroit qui oublie toujours un truc. Mais comme j'étais cool avec les clients, ils n'arrivaient pas à me virer les patrons, mais je voyais bien que... je pesais, tu vois. Putain, tu te souviens toujours un truc que tu oublies. Mais non, ce que je me souviens par contre, c'est que je travaillais chez McDo quand on m'a dit que j'avais le rôle pour 3 souvenirs de ma jeunesse. Okay. Donc ça commençait pour moi, quoi, le cinéma. Et donc je me souviens, quand j'ai appris ça, je suis pas allé travailler alors que je devais aller travailler. Et je me suis engueulé par téléphone le soir, je m'en foutais. Voilà. Je me suis fait engueuler par la patronne, quoi, du McDo. Et une bonne raison pour te faire virer, alors. Ah bah là, j'étais... Ouais. Mais d'ailleurs, je m'étais fait cramer, je crois que j'ai plus... Non, ça finit pas. Mais pendant des années, j'ai eu une blessure, une brûlure que je m'étais faite avec le croc, machin, là, plus de 200 degrés. Ils avaient plus, comment ça s'appelle? Ils avaient plus de désinfectant. Du coup, ils ont mis du détergent. Ah oui. Je fais, bon, bah, mais elle m'a dit, si tu veux, j'ai que ça. Je dis, bah, dans le doute. Et du coup, ils ont fait un petit coup. Ça m'a pas... Mais bon, voilà, en termes d'anecdotes. Ouais,
souvenir un peu douloureux. Non, mais ça va. Ok. Et pendant une pause entre 2 enveloppes, ton personnage avoue à Fifi qu'il lui arrive de s'imaginer dans 10-20 ans. Toi, ça fait déjà une dizaine d'années que tu as de carrière au cinéma. Est-ce que tu t'es déjà projeté pour les 10 prochaines années ? Bah, quand même, moi j'aimerais bien passer plus à la réalisation, à la mise en scène, à l'écriture, beaucoup. Reprendre plus le théâtre dans le jeu. Et puis ça peut continuer, hein, quoi. Et quand est-ce qu'on verra un film réalisé par Quentin Olmer ? T'as un objectif de date ou... De date, non. J'ai un objectif d'avoir un producteur ou une productrice, quoi, mais j'ai pas... Non, j'écris des scénarios, mais j'ai du mal à aller au bout des histoires, mais... J'ai les idées, mais non, j'ai pas de sortie soon du tout. Ok, bon, on attendra alors. Et donc le prochain film dont on va parler, Nikki, est également, on va également suivre un personnage féminin, mais cette fois-ci un peu plus tourmenté. Je sais ce que je vais faire. Vous êtes en train d'écrire une page de l'art. Alors, Nikki, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu. Donc le long métrage a été sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard en 2024, et dans la même édition il y avait un court métrage dans lequel tu prêtais ta voix, j'en parlais, Les belles cicatrices, qui était également en compétition. J'imagine que c'est toujours une fierté en tant qu'acteur de savoir qu'une œuvre dans laquelle on a joué est sélectionnée dans ce festival où tout a commencé pour toi avec 3 souvenirs de ma jeunesse. Ah oui, oui, c'est toujours... c'est le festival des festivals, quoi. Exactement. Mais oui, si, bien sûr. Puis en plus, ce qui est toujours... Bon, c'est le cas pour tous les festivals, j'allais dire. Mais oui, c'est très touchant à chaque fois, c'est très honorant. Et tu te souviens de ton premier passage, justement, il y a quelques années avec Arnaud Desplechin ? Bah, en fait, c'était un tel moment de condensation, de densité émotionnelle que je peux le souvenir. Je crois que c'était tellement que du coup, je m'en souviens pas tellement, en fait. D'un tunnel, oui, tellement c'est ça... trois souvenirs, mais pas de souvenirs. Ouais. Non, si, j'ai... Non, bah, en fait, si, en plus, comme c'était Arnaud Desplechin. En plus, il y avait eu tout un truc, parce que Desplechin, d'habitude, il est en officiel, là, il était à la quinzaine des réalisateurs, donc il y avait eu du bruit autour du film. Je me souviens de beaucoup d'interviews, en fait. Voilà, de beaucoup des jeunes acteurs, de Desplechin, machin, on s'y intéresse, truc. Voilà, je me souviens de beaucoup d'interviews. Ok, ouais, un rythme assez dense. Ouais, voilà, c'est ça, très focalisé sur le film. Et dans le film Nikki, toi tu incarnes le personnage de Pierre Restani, qui est historien et critique d'art, qui a connu Niki Tsafal en 61. Comment est-ce que tu as préparé ce personnage justement ? Est-ce que tu as lu tout ce qu'il avait fait ou produit ? Comment est-ce que tu as pu te mettre dans la peau de ce personnage réel ? Moi j'ai essayé, j'ai essayé d'être léger quand même quand c'est un petit rôle comme ça. Il y a même un truc où tu vas pas arriver, tu as la place que tu prends sur un tournage, tu vois, voilà. Et surtout de ce que elle veut voir de ce personnage-ci que je veux atteindre, et puis c'est tout, tu vois. Genre. Donc non, tu vois, typiquement, moi ça me plaît, tu vois, j'ai lu sa page Wikipédia, donc Wikipédia. Non, tu vois, c'est con, mais tu vois, juste des photos, tu vois. Tu regardes 2-3 photos du mec, alors t'as l'époque, t'as la façon de parler, t'as les clopes, t'as les lunettes, t'as l'image qu'on a de l'intello du 20e, truc. Et t'avais quand même sur YouTube des archives Vina où tu le vois un peu parler, tu vois. Et j'ai putain la phrase, comment il la tient à l'époque, les intonations. Et surtout tu le vois lui, quoi. Mais c'est toujours, je sais pas, c'est marrant qu'on s'intéresse si peu en France qu'on aime à ce point pas les acteurs qui veuillent incarner des personnages qui ont vraiment existé. C'est marrant, on s'intéresse aux gens quand on les filme en tant qu'auteur, et on s'intéresse plus aux gens quand ils ont vraiment existé, quand on veut les récupérer dans le jeu pour les incarner. C'est quelque chose qui n'intéresse pas dans le cinéma français. Et tu penses que c'est pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que c'est un rôle trop casse-gueule ? Est-ce que le public, après, la vie qu'il va en avoir ? Non, je pense que c'est vraiment... Je pense qu'on est... au cinéma, en tout cas, je pense qu'on a un pays d'auteurs, mais qu'on n'est pas forcément... Le rapport qu'on a à l'acteur, il n'est pas évident, quoi. Tu prends tous ceux qui ont théorisé le cinéma, la nouvelle vague, tous, Truffaut, Romer, Bazin... Ils ont tous un point commun, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais voulu être acteurs. C'est des gens qui ont adoré les acteurs, mais qui n'ont pas une connaissance d'avoir du jeu, de vouloir avoir une carrière, d'avoir un truc à dire. Voilà, ils n'ont pas ça. Et c'est eux qui ont mis les mots sur ce que c'est que le cinéma, et on a un peu hyper responsabilisé les films sur l'auteur.
au cinéma. Celui qui sait voir. N'en fais rien, je sais te voir. Et du coup, un acteur qui peut se mettre à vouloir travailler ou à prendre des responsabilités, non. Il va vouloir faire des grimaces. Enfin, on a tout un imaginaire un peu à la con, un peu un impensé, un vieux truc quoi, qui traîne, un vieil imaginaire au sujet des acteurs qui est envahi par un imaginaire, par tout le folklore de la star, du succès, de l'artiste, des névroses éventuelles de l'acteur ou pas, de tout un truc qui est un vieil imaginaire qui est pas mis en question, qu'on a complètement fixé sur les acteurs, qui est à mon avis un impensé du cinéma français. C'est hyper intéressant. Et le film suivant dont on va parler, c'est également un premier film de réalisateur. Il s'agit de Une pointe d'amour de Maël Piriou. En fait, le but de ce voyage, c'est aller faire l'amour dans un bordel. Quoi ? De toute façon, je le sens depuis le début, c'est une sottise. Durant la toilette, pensez à couvrir ses parties intimes et à tirer les rideaux. Attends, je peux pas tenir comme ça. Mince. Et comportez-vous comme avec une personne lambada. Ça doit être lambda. Une pointe d'amour, c'est donc le premier long métrage de Maël Piriou. Tu as failli ne jamais tourner dans ce film puisque le réalisateur a avoué que tu avais totalement raté tes premiers essais car tu n'avais pas eu le temps de bien te préparer. Et puis le producteur du film, Vincent Roger, l'a convaincu de te redonner une chance et le lendemain, tu as tout cassé. Qu'est-ce que tu as fait entre les 2 jours pour réussir à obtenir le rôle ? C'est là où tu vois que ça tient un peu de choses. C'est que je pense que la seule vraie différence, parce que j'ai peut-être dû mal me préparer aussi la première fois, mais c'est qu'il y avait Julia Piaton, l'actrice qui joue aussi dans le film, pour me donner la réplique. Okay. C'est con, mais tu joues avec l'autre. Hein. Et je pense en fait que comme c'est un film intimiste sur un trio, là il y a eu un truc d'alchimie qui s'est fait entre elle et moi. Et là il s'est dit, ah bah banco, machin, ça a dû activer un truc pour moi, vis-à-vis du texte. Et je pense que c'est ça. Ça a collé. Le film est sorti l'année dernière, il est actuellement disponible sur Canal+, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et l'on suit Mélanie, avocate d'une maladie incurable qui, pour les 30 ans de Benjamin, ton personnage, secrètement amoureux d'elle et également au fauteuil roulant, t'offre un voyage, direction une maison close inclusive en Espagne. C'est un léger éclairage sur l'assistance sexuelle qui est aujourd'hui autorisée dans de nombreux pays limitrophes, mais illégale en France. Est-ce que toi, tu avais connaissance de cette réalité avant de tourner le film ? Non, mais c'est ça qui est bien avec les films, c'est que justement tu peux t'intéresser, et même au-delà puisque tu es payé professionnellement, à connaître un peu mieux ces sujets-là. Mais non, c'est une chose que je ne savais pas du tout, et que j'ai justement appris un peu en préparant le rôle avec des ergothérapeutes ou des tétraplégiques, danseurs en l'occurrence, qui nous a aidés, Julia et moi, à incarner et jouer les personnages. Et justement, tu parlais des personnes qui vous ont aidé. Il y a Ami Dalouache, qui est un danseur qui est devenu paraplégique, mais aussi des ergothérapeutes qui vous ont accompagné, Julia et toi, pour s'assurer que tel ou tel mouvement était possible ou non. Moi, j'ai déjà essayé de voir comment est-ce qu'on roule dans un fauteuil roulant. Comment est-ce que toi, tu t'es entraîné à manier ce fauteuil, mais aussi à positionner tes mains ? Je crois que tu faisais des exercices pour réussir à les utiliser. Alors oui, j'ai fait, j'ai demandé, tu sais, avec l'ergothérapeute, tu vois, c'était quoi ils m'ont envoyé des documents, c'était quoi les gestes. J'ai essayé aussi de faire des choses, tu vois, sur le poids du corps, en plus sur mon personnage qui est un peu impuissant vis-à-vis de plein de choses, sur le rapport à l'autre, sur comment communiquer, sur plein de choses. Et au début, je m'étais un peu focalisé sur des petits gestes qui visuellement se voyaient, pour la caméra bien sûr, et parce que pour moi instinctivement. Donc, il y avait l'effet ténodèse qui consiste en fait, avec le pouce quand tu fais ça, en fait là tu tires un petit peu, il y a une légère pression entre le pouce et... Donc, tu peux attraper des cartes, tu peux attraper des choses en fait, un peu. Donc je m'étais entraîné à ça, à mettre des cartes devant moi, et puis à essayer de les prendre, de les replier, de les retrier. Au début, je croyais que c'était bien. Puis je me rends compte qu'en fait, j'utilise le dos, j'utilise des trucs. Donc, bon, un petit truc perceptif, débile de tous les matins, d'habituer le corps à gérer des cartes. Après, parce que quand même, c'était posé la question de... je suis pas tétraplégique. Le réalisateur, au début, avait casté des tétraplégiques. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé les acteurs qui lui convenaient, quoi. Donc, il était allé vers des acteurs peu classiques, valides. Des acteurs valides. Et en fait... Là où j'ai commencé à pouvoir trouver le rôle et le handicap, c'est justement de voir qu'il fallait pas que j'aille vers une démonstration de l'handicap. Parce qu'en fait, je perdais toute ma légitimité, je perdais le sens, je me perdais moi, en fait. Donc j'ai réussi à trouver, je crois, le handicap du personnage quand j'essayais d'être le plus sobre possible,
le moins démonstratif possible et que j'ai cherché un truc plus d'accablement, d'impuissance, d'incapacité à pouvoir, quoi. Et au départ, toi, tu n'es pas vraiment partant pour faire ce voyage, mais ta mère te force quasiment, car elle en peut plus d'avoir un Tanguy complètement passif à la maison. Vous partez alors pour un road movie en van délabré, conduit par Grégory Gadebois, et tu vas tout faire pour éviter d'arriver jusqu'en Espagne. Est-ce que ça rapproche de tourner en quasi huis clos, justement, avec Julia Piaton, et puis de se faire porter aussi par Grégory Gadebois? Ah bah oui, ça rapproche. Mais en plus, c'est hyper pratique parce que non seulement ça rapproche, mais comme c'est un road movie, t'as pas cette espèce de difficulté du huis clos où c'est genre, bon, ok, on a juste nous deux, notre psychologie, notre intimité pour réinventer des trucs. Tu passes des Bardenas en Espagne, au Pays Basque, à Lille, donc tout va bien, quoi, pour se rencontrer, pour découvrir des choses. Mais oui, ça rapproche. C'est plus simple de se réinventer, quoi, parce que ça peut vite être un peu, comment dire, j'ai pas le mot là, mais un peu... ça peut sentir le renfermer, quoi, tu vois, genre ce truc de trio comme ça peut être plus difficile pour les acteurs. Là, oui, en plus, c'est des acteurs assez différents qui sont... Grégory, on s'est bien entendu. Julia aussi, tu sais, qui a des dynamiques qui n'ont rien à voir. C'est marrant, c'est vraiment, tu sais, des histoires de ping-pong entre metteurs en scène, acteurs, tu vois, machin, comment ça marche, truc. Mais non, après c'est con, je vais te dire un truc super con. C'est parti pour la connerie, mais tu vois, il suffit qu'il soit des... Si t'es avec des gens bien, tu vois, le bon sens, et ça se fait, quoi. Ça se passe bien. Ouais, moi de tomber sur un pervers qui veut en plus de la méchanceté, là, mais là, Grégory Gadebois, Julia Piaton, tout va bien. Julia, elle est super marrante, tu vois, enfin bon, elle a eu le rôle qu'elle a eu pour ce film, mais tu vois, elle a de l'énergie. Les tournages... Je sais pas, t'as déjà fait des tournages, des courts-métrages, des... Du tout. Mais alors, je te souhaite que ça t'arrive. J'espère un jour. Mais je te le souhaite de tout mon cœur. Mais putain, un tournage, quand t'es acteur, tu t'emmerdes. Et Julia, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu une actrice qui elle s'ennuie pas. Elle a toujours un truc à faire. Elle téléphone le truc, elle gère des trucs, elle dit putain, j'ai demandé ça à l'assistante mise en scène pour un truc, pour un métier. J'ai pas une carrière de 8 milliards, mais j'ai fait 10 ans. C'est la seule, elle est débordée. Et en tournage, elle est débordée. Nous, on est sur une chaise, tu vois, machin, tu vois. Elle fait, mais tu vois, genre, bon, alors là, j'arrive plus à faire une seule phrase, mais voilà, c'est Julia Piaton, elle s'emmerde pas, je sais pas comment, elle est trop forte, hallucinante. Et vous faites un beau trio tous les trois en tout cas. Donc ton personnage est en partie inspiré de Martin Petit, qui fait d'ailleurs une courte apparition dans le film, sous les traits du frère de Mélanie, incarné par Julia Piaton. Lui, il est devenu tétraplégique après avoir plongé trop près du bord dans la mer et s'être brisé une cervicale. Comme ton personnage, toi tu avais 30 ans au moment du tournage, est-ce que tu as ressenti une responsabilité particulière d'incarner ce personnage-là? Ma seule responsabilité, c'était pas de prendre la place des invalides. Ouais. C'était ça pour moi. Donc c'était vraiment ce rapport à comment jouer, comment trouver ma place en tant qu'acteur valide. Et pour moi, ça passait par un jeu qui n'était pas démonstratif sur le handicap. Et après, voilà, effectivement, je ne l'ai pas rencontré, Martin Petit. Okay. Voilà, ouais. Et le film met également en lumière la difficulté d'accès à certains endroits. Il y a notamment une scène dans le film où vous arrivez à un hôtel et il y a les graviers, les marches, donc, qui est difficilement accessible à quelqu'un qui est en fauteuil. Et avant le tournage, vous avez fait un test grandeur nature avec Julia Piaton dans les rues de Paris pour rendre le déplacement en fauteuil beaucoup plus concret. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette mise en situation? Il y a le regard des gens, évidemment. Non, c'est surtout que Paris n'est pas du tout adapté. C'est aussi, après, des histoires de quartiers avec des rues plus ou moins épais, larges ou pas, tu vois. Mais il y avait ça, mais... Après, c'est toujours pareil, c'est que... Donc, le regard, puis gérer la machine, mais c'est surtout que, en tout cas, j'avais pas encore beaucoup travaillé le corps, tout ça, et le rôle, mais comme j'ai le corps valide, tu vois, j'avais pas fait tout ce travail sur la pesanteur et tout ça, bah tu vois, des fois ça voulait pas passer, tu vois, je pouvais bouger un truc. Ouais. Donc c'est plus tard que j'ai eu... mais oui, en tout cas dans Paris, c'était beaucoup la ville qui est pas adaptée, les regards, et oui, effectivement, des fois fallait m'aider, mais t'as comme
je pouvais quand même me lever des fous, tu vois. Ouais, donc tu pouvais esquiver les contraintes. Ouais. Et dans le dernier film dont on va parler, Une fille en or, tu es également très amoureux, mais c'est pas vraiment réciproque. Ici, on vend et on installe des systèmes de vidéosurveillance, mais des systèmes high-tech. Je sais pas pourquoi il m'a embauché. Hein. Je sens qu'il prend sur lui, mais en fait, il boue. Ah, mais c'est pas possible, ça. Et maintenant, je dois gérer ma petite sœur comme si c'était mon 3e enfant, tellement c'est une déshéritée de la vie. Apprenez à vous détacher des âmes inhospitalières. On était en CM2, j'étais tellement admiratif de ta confiance en toi. Mais tu te moques de moi. Avant de te poser la dernière question sur le film, je voulais t'offrir un petit cadeau. Yes, j'ai pas de cadeau, moi. C'est un livre, puisque je sais que tu aimes beaucoup la lecture, mais c'est aussi un clin d'œil. Donc c'est le roman Le Discours de Fab Caro, je sais pas si tu l'as lu. Non, mais j'ai vu le film. Voilà, dans lequel joue Julia Piaton, donc ça fait la transition. Et ça fait aussi la transition avec une scène du film Une fille en or, où tu vas faire un discours pendant un enterrement. J'imagine que c'est assez particulier de tourner dans un cimetière. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de cette scène-là ? Merci. Ouais, de rien, tu pars avec. Et moi, j'ai un cadeau. Les coulisses. Alors, les coulisses, c'est que... Alors déjà, les coulisses... Déjà, c'est un metteur en scène qui écrit des putains de dialogues pour les acteurs. Ouais. Comique, pensée, il y a du hors-champ à gogo pour les acteurs, c'est mortel, c'est trop bien. Donc là, mon personnage fait tout un discours assez à côté de la plaque lors d'un enterrement où il n'est pas invité, mais que lui, comme il se sent bien, il dit son truc, quoi. Et les coulisses, c'est que non, j'ai beaucoup répété le texte qui était drôle, j'ai beaucoup répété le monologue, machin, me disant putain, je vais pouvoir faire comme ci, comme ça, l'interprétation dans tous les sens, génial, c'est bien écrit. Et sinon, en elle-même, la scène, je me souviens que j'étais caché pour pas être, au fond du champ, quoi, ouais, de la caméra. J'étais caché derrière une tombe, comme ça, recroquevillé, action, avec un assistant à la mise en scène qui était là, qui était c'est genre, je pouvais bouger, me lever, rejoindre, tu vois, dire pardon à la foule, et arriver devant tout le monde et faire le petit monologue. Ton discours à rallonge. Oui. Le film est réalisé par Jean-Luc Gaget, c'est son deuxième long métrage 25 ans après son premier film. Entre-temps, il a été scénariste sur plusieurs projets, notamment L'Effet aquatique, dont on a parlé avec Samir Ghesmi dans le premier épisode, qui est réalisé par Solveig Ansbach, qui est aujourd'hui décédé, et à qui est dédié le film Une fille en or. Tu as parlé des dialogues justement du film. Comment est-ce que tu décrirais le style d'écriture de Jean-Luc Gaget ? Pas simple. On sent que c'est quelqu'un qui a été influencé par la BD. Il y a un côté de la légèreté, un truc d'esprit. Voilà, c'est de l'esprit. Il y a un rapport à l'enfance, comme c'est souvent le cas pour ceux qui aiment la BD, qui sont inspirés par. Mais lui, il a un truc qui est dû à son intelligence, c'est que c'est très concret, quoi. Moi, des fois, l'esprit, des fois, ça peut être dur, justement, à interpréter l'esprit pour ça. C'est que des fois, ça c'est un peu trop en l'air, quoi. C'est un peu trop malin. Et du coup, t'arrives pas à ancrer dans le corps en tant qu'acteur. Et lui, putain, il dessine des personnages hyper vite. Avec quelques répliques, rapidement, il arrive à les dessiner socialement, en fait, aussi. Donc, très vite, toi, en tant qu'acteur, t'as un personnage qui... prend du relief sur les phrases un peu d'esprit, les petites blagues qu'il peut avoir, les idées, machin. Après, voilà, il a un truc d'intéressant. Mais c'est étonnant, parce qu'en plus, je crois pas qu'il ait été acteur, Jean-Luc Gaget, je ne pense pas. Non, mais c'est ça, il a aussi un... Ouais, c'est toujours collé à des situations qui sont bien pensées. En fait, c'est un scénariste aussi. C'est que ça part toujours de situations bien pensées. Ouais, aussi. Putain, le mec, il dit plus rien. Peut-être pas l'air con avec ton interview. Il a pas parlé. Pendant 1 heure, il a bégayé. Non, mais oui, voilà, non, un truc d'humour. Voilà, il y a aussi un truc... Ouais, voilà, il y a un truc très chaleureux sur l'humour. Ça, t'as des milliards de kilomètres du cynisme. C'est con à dire, mais tu vois, des fois, avec l'esprit, justement, ça part sur la distance un peu maligne, je comprends le réel, machin, je fais mon petit commentaire. Lui, jamais, c'est toujours accroché à une humanité, à une psychologie qui est solide, en fait, quoi. En plus, il se fout pas de ta gueule, en plus. Pas du tout son style. Le film s'ouvre sur un groupe de paroles qui est dédié à l'estime de soi, où Clémence, l'héroïne du film, va se mettre à la recherche d'une personne qui l'admire. Et c'est là que tu fais ton entrée.
ancien camarade de classe, un brin psychopathe retrouvé sur Copain d'avant. Tu es toujours amoureux d'elle, ayant appelé ton chat par son prénom et gardé précieusement dans ton portefeuille un poème qu'elle avait écrit en CM2. Est-ce que tu te souviens, toi, du nom de ta première copine à l'école ? Eh ben, si. Alors, la première, c'était Sandra, en grande section. Et Sandra, moi, je me souviens du gros bisou dans la cour de récréation. Et elle était malade, Sandra. On était en février, donc la morve et tout. Je me souviens de ça. Je me souviens de quelqu'un de la classe qui a dit « c'est dégueulasse » et tout. Et voilà. Donc, tu vois, je me souviens encore. Un souvenir heureux. Un souvenir... C'est 3 souvenirs de ma jeunesse. Et sinon, j'ai eu... j'ai eu Margot en CM2, où j'étais très amoureux de Margot. Voilà. Premier amour. Voilà. T'as gardé un poème à elle aussi ou... Un poème à elle ? Non, mais alors, Margot, j'ai dû lui offrir des trucs, tu vois, machin. Et je me souviens, entre les vacances du CM2 et de la 6e, moi, mes retours de vacances en 6e, je lui avais offert des trucs à la plage, tu vois, le petit collier, la petite carte postale. Et elle a gardé ça une semaine, et il y a une semaine d'école en 6e qui passe, elle me dit je n'ai plus amoureux. Putain, j'ai fait la gueule, j'étais pas content. Cœur brisé pour commencer le collège. Bah ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Clémence est incarnée par Pauline Clément et va un jour faire la rencontre du voisin de sa sœur, Paul, que tout le monde surnomme Pol Pot car il est tyrannique. Si tyrannique qu'il écrit des post-it partout. L'affiche d'ailleurs en est comblée, et notamment pour le bruit. Est-ce que toi, en tant que voisin, t'es du genre à faire du bruit, peut-être avec ta guitare électrique, ou justement t'es plutôt du genre à laisser des mots dans le hall d'entrée pour te plaindre du bruit des voisins ? Ni l'un ni l'autre. Ennuyeux. Non, je suis du genre à pas faire de bruit. J'aime pas, moi, c'est pas mon style, j'aime pas déranger. Moi, c'est pas mon truc. Du coup, je mets pas non plus de post-it dans l'escalier, ennuyeux, quoi. Tu qui dérange pas, conforme. C'est bien comme voisin. Ouais, je suppose. Ouais. Et on parlait des personnages et on sent que Jean-Luc Gaget s'est amusé dans le choix des prénoms. Il y a Pauline Clément qui s'appelle Clémence, on a le couple Loïc Legendre, Émilie Kahn qui deviennent Bernard et Bianca. Et puis il y a ton personnage qui s'appelle Quentin, tout simplement. Est-ce qu'il y a un peu de Quentin Dolmer dans le personnage de Quentin que tu incarnes ? Ah bah c'est lui qu'il faut demander. Pas moi qui ai écrit le scénario, non, je sais pas. Oui, je suppose, le côté... c'est un personnage qui, donc Quentin, qui est judéophile, c'est-à-dire qui adore la culture juive, quoi. Et je sais qu'Arnaud Desplechin est judéophile aussi. Il adore... Donc je pense que le personnage de Quentin que je joue dans le film de Jean-Luc Gaget, mais que je pense être assez solitaire, en admiration... Donc, qui cherche un peu une famille. Qui cherche une famille, une femme aussi. Donc il y a un peu un truc à la Desplechin. Ça pourrait faire penser un peu aux personnages un peu dans leur monde. Tu as Nadav Lapid qui a l'air d'être bien dans son monde aussi. Il a dû inventer une version un peu comique de ce personnage intellectuel. Mais c'est pas un personnage intellectuel, en fait, c'est juste avec t'es dans quelle réalité, mon pote, tu vois. Et Quentin il est dans une autre réalité, mais ça va. Ça va bien, tu vois. Et ouais, je pense que c'est un rapport très léger, distancié, de second degré à l'image que j'ai pu renvoyer, quoi. Ou un cinéma qu'il doit affectionner, il est très cinéphile, Jean-Luc Gaget. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui écoutent cette interview pour leur donner envie d'aller voir Une fille en or ? Et si vous aimez le cinéma d'auteur, et si vous aimez la bonne comédie, il y a les deux en même temps. Voilà. Et si vous aimez les acteurs aussi, parce qu'il y a toute une panoplie d'acteurs, c'est un peu choral. Et j'ai pas envie de dire que c'est feel good, parce que c'est un mot qu'on entend trop, mais c'est pas des affects négatifs. Voilà. C'est une parfaite conclusion pour terminer. Merci beaucoup, Quentin Dolmer. Merci à toi. Pour cet échange, c'était hyper riche. Et je le rappelle, Une fille en or sort aujourd'hui en salle, donc foncez le voir. Allez-y.